Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc, nous abordons la dernière application, c'est pas la dernière vidéo, mais on n'est plus très loin. La dernière application qui est l'atome lui-même. Alors rappelons qu'un atome est composé d'un tout petit noyau, qui est composé lui-même de protons et de neutrons, qui lui confère une charge électrique positive, et d'électrons autour, à grande distance par rapport à la taille du noyau, portant une charge électrique négative, mais de même grandeur que celle du proton. Seul le signe change. Le nombre de protons est traditionnellement noté Z, dans la notation habituelle. Lorsque l'atome est dans sa situation, on va dire, de base, électriquement neutre, il a donc aussi Z électrons. Sinon, s'il a moins ou plus d'électrons, on parle d'ions. Ce qu'on veut, c'est obtenir les états d'énergie précises de l'atome. On va donc utiliser l'équation de Schrödinger sans le temps, en commençant avec un seul électron d'abord, en réfléchissant ensuite pour les autres. Et pour le potentiel, on utilise le potentiel électrostatique, qui est attractif, du noyau. On a donc moins h bar carré sur 2m, nabla carré U, moins Z carré E carré sur R, ça c'est le potentiel, fois U, égale EU. Le signe moins ici vient du fait que justement c'est attractif, formant des liens stables. Où E et M sont respectivement la charge et la masse de l'électron, en positif. Et R est la distance de l'électron au centre de l'atome. Notons que, petite parenthèse, que cette façon de faire n'est pas tout à fait juste. En effet, lorsque l'atome est dans un état excité, celui-ci n'est pas stable. L'électron finit par retomber spontanément dans un état d'énergie plus faible. Cela se traduit donc par une énergie légèrement imprécise des états excités. C'est le principe de la détermination pour l'énergie et le temps. Et cela se traduit expérimentalement par un léger élargissement des rayons spectroscopiques, énergie, fréquence et largeur de rays, qui est appelé largeur naturelle. Notons que ces largeurs naturelles sont difficiles à voir parce qu'elles ne sont pas très fortes, donc on ne sait les voir qu'à très basse température, très proche du zéro absolu, à moins 273 degrés, parce que l'agitation thermique provoque un élargissement dû à l'effet Doppler des raies, qui est souvent beaucoup plus important. En tout état de cause, le temps ne peut pas être ignoré. De plus, comme cela se traduit par l'émission d'un photon, il faudrait tenir compte du couplage des charges électriques des électrons au champ électromagnétique, ce qui complique fortement le potentiel. Mais une telle équation est trop difficile, c'est peu de le dire. Elle nécessite un traitement très élaboré, des techniques d'approximation et du calcul numérique qui nécessitent de toute façon de partir d'une situation plus simple, idéalisée, sans l'influence du temps. Heureusement, pour les physiciens qui ont élaboré cette théorie, et pour nous ici, les durées de vie des états excités sont suffisamment longues pour que l'énergie soit quand même fort précise. Et donc cette solution plus simple, sans le temps, s'avère être une approximation plus que bonne. Et cela nous suffit. De plus, on parle souvent des atomes dans leur état de base, où là, évidemment, il n'y a pas de problème.
Et quand on va parler du remplissage des électrons sur les orbitales, on parle des états de base, avec les électrons tous dans leur état d'énergie minimale. Donc il n'y a pas ce souci. Ici, pas question de travailler à une dimension, comme pour l'effet tunnel. L'atome n'a pas de direction privilégiée. Et l'électron peut être n'importe où, autour du noyau, derrière, devant, à gauche, à droite, en haut, en bas. Évidemment, ça c'est plus difficile. Donc c'est l'équation en 3 dimensions complète. Et c'est beaucoup plus difficile à résoudre. Heureusement pour nous, le potentiel est à symétrie sphérique. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'orientation particulière et il ne dépend que de la distance au centre. On peut donc alors changer les coordonnées, donc au lieu d'utiliser x, y, z, on peut travailler avec les coordonnées sphériques r, θ, phi. On en a même déjà une. Donc, si on prend les trois axes x, y, z, un point quelconque, ceci c'est la distance r. Si on projette sur le plan, ceci c'est l'angle θ, et l'angle ici est l'angle phi. Dans ces coordonnées, l'équation a le bon goût d'être séparable, ce qui est une bonne nouvelle. On obtient ainsi des équations pour les trois variables, trois équations pour les trois variables, r, θ, phi, une équation par variable. Je les donne évidemment pour illustrer, parce qu'on ne va pas faire les calculs. Mais la première pour R est moins h bar carré sur 2m fois 1 sur R carré, D sur dr, donc la variation par rapport à R, R carré D grand R sur dr, moins Z carré E carré sur R fois grand R plus L fois L moins 1 H bar carré sur 2m R carré fois grand R égale ER, E grand R. La deuxième, c'est 1 sur sinus θ fois D sur dθ de sinus θ D grand θ sur dθ plus lambda moins nu sur sin carré θ grand θ égale 0. Et la troisième, plus simple, d2 grand phi sur d phi carré plus nu phi, nu grand phi, égale 0. Ici, grand R, grand θ et grand phi sont les fonctions d'onde en les coordonnées R, θ, phi respectivement. Et L est un nombre entier et nu, phi sont, en fait, a priori, c'est une variable quelconque, ça vient de la séparation des équations. L, nu, lambda et nu sont des nombres quelconques. Constants, des constantes.
Notons que ça n'a rien à voir avec la longueur d'onde et la fréquence. Hein. Les notations ici sont un petit peu trompeuses, ce n'est pas les notations de longueur d'onde et de fréquence. C'est juste des constantes. Alors ces équations semblent fort difficiles. Sauf la dernière qui a l'air assez simple, elle est simple la dernière, et surtout la première, très compliquée, et la deuxième n'est pas piquée des verres non plus. Et c'est bien le cas, elles sont très compliquées. Elles sont même beaucoup plus impressionnantes que l'équation de départ. On pourrait se demander pourquoi on appelle ça. Mais en fait, ce sont des équations avec une seule variable. Alors qu'ici, c'est une équation qui mélange les trois variables x, y, z. Ce qui est beaucoup plus difficile. Et ces trois équations séparées, bien que assez moches, sont bel et bien possibles à résoudre. Alors, nous n'allons pas faire les calculs, bien entendu, mais dans la prochaine vidéo, nous donnerons les solutions. Je vous remercie.